conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. « 31 octobre 2011, 31 octobre 2024, 13 ans aujourd'hui que le général Ali Seibou, ancien président de la République du Niger, nous a quittés. Militaire, homme d'État, Ali Seibou a marqué de façon indélébile son passage à la tête de l'État. En cette date d'anniversaire de son décès, la RTN lui rend à nouveau un hommage à travers ce rappel historique signé par Mamoudou Idrissa Maïga. Né vers 1940 à Dingazibanda dans le département de Walam, région de Tillabéri, feu général de corps d'armée Ali Seibou avait tiré sa révérence le 31 octobre 2011 à Niamey. Les 111 années de sa vie avaient incontestablement marqué l'histoire sociopolitique du Niger, aux destinées duquel il présida 7 ans durant, du novembre 1987 au 16 avril 1993. Militaire et homme d'État, Ali Seibou avait gravi tous les échelons de l'armée avant d'être président de la République. D'abord enfant des troupes à Saint-Louis au Sénégal en 1954, ensuite élève sous-officier de l'école des troupes françaises de Fréjus en 1962 et élève officier de l'école militaire de Montpellier en 1970, après quoi il avait été admis au cours d'état-major de l'école d'état-major de Paris en 1971. Ses diverses fonctions militaires au sein des forces armées nigériennes et à l'intérieur du pays, mais surtout sa proche collaboration avec le général Séni Kountché, son mentor et prédécesseur, lui avait permis également d'occuper d'importants postes au sein de l'appareil de l'État. Membre du Conseil militaire suprême en 1974, il fut d'abord ministre de l'économie rurale, du climat et de l'aide aux populations. 2 ans plus tard, il sera nommé chef d'état-major général des forces armées nigériennes, responsable de l'aide humanitaire jusqu'à la date du 14 novembre 1987, où il sera propulsé à l'unanimité et par acclamation des membres du CMS à la tête de l'État, en succédant au général Séni Kountché décédé. Il faut dire que d'importantes décisions ont marqué la présidence du général Ali Seibou au Niger. L'histoire retiendra qu'il fut le premier président du bureau exécutif du Mouvement national pour la société de développement MNSD, parti unique, qui le porta d'ailleurs au pouvoir en qualité de président de la République, cette fois-ci en décembre 1989 pour un mandat de 7 ans. Appelé aussi l'homme de la décrispation, c'est également sous sa présidence que le multipartisme a vu le jour au Niger en novembre 1990, puis la conférence nationale souveraine qui consacre véritablement la démocratie au Niger en 1991. Comme cela a été dit ici même par un certain nombre d'intervenants, j'avais effectivement présidé une réunion du bureau exécutif national élargi au ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Éducation nationale, ainsi qu'au recteur de l'Université de Niamey, aux représentants des parents d'élèves et aux responsables des services de maintien de l'ordre, police, garde républicaine, gendarmerie et forces nationales. Il s'était agi pour moi de leur donner les consignes de sécurité à prendre avant mon départ sur la Guinée-Bissau. J'avais exprimé ma crainte, non pas des étudiants eux-mêmes, qui disposaient de leur propre organisation, mais de leur infiltration par des badauds si nombreux à Niamey, et qui pourraient les déborder pour faire des casses et des pillages dans la ville. À mes yeux, la seule façon d'éviter des débordements était de circonscrire la manifestation des scolaires au campus universitaire dont ils avaient la maîtrise. C'était là la consigne donnée à la délégation conduite par le secrétaire politique et chargée de mener les négociations.
Au cours de la réunion, j'avais cependant prévu que malgré tout, les scolaires allaient sans doute manifester. Dans ce cas précis, mes instructions étaient nettes. Il fallait les empêcher de se répandre dans les rues de la ville avec les risques de débordement par des éléments étrangers à l'USN. Pour ce faire, j'avais dit d'engager les forces de police, habituées à ce maintien d'ordre. En cas de débordement de la police, la garde républicaine devait intervenir. En cas de débordement de la garde, les sapeurs-pompiers interviendraient. En cas d'insuffisance de tout ce dispositif, on pourrait faire appel à la gendarmerie nationale qui venait d'acquérir un matériel anti-émeute, bouclier, casque, etc. L'armée n'interviendrait qu'en dernier ressort pour cueillir les manifestants et les acheminer sur Tondibia. Cet ordre d'intervention n'est d'ailleurs qu'un simple rappel de l'ordre réglementaire d'utilisation des forces de l'ordre. Dans tous les cas, aucune de ces unités ne devait utiliser des balles réelles. Cette éventualité n'avait même pas été évoquée car la police, la garde républicaine, les pompiers et éventuellement la gendarmerie devaient largement suffire pour la mission, avec le seul et habituel matériel de maintien de l'ordre. Je répète ici que je n'ai donné instruction à personne, ni en public, ni en privé, ni par écrit, ni oralement, pour verser du sang et tirer sur les scolaires avec des balles réelles. C'est pourquoi ma première réaction à mon retour de Bissau était de dire qu'il s'agissait d'une bavure due à la panique de ces jeunes policiers. Mais que l'on me comprenne bien, si effectivement aucun ordre direct ou indirect n'est venu de moi dans ce sens, il n'en reste pas moins qu'en ma qualité de président de la République, je suis prêt à assumer les responsabilités qui sont les miennes à cet égard. J'en assume la responsabilité politique et morale. J'en assume la responsabilité politique et morale parce que ceux qui ont agi, ce sont des agents de l'État et que je suis le chef de l'État. Ce n'est donc point pour me dérober que j'ai situé ma vraie responsabilité. C'est d'abord pour l'histoire. C'est ensuite pour que les parents et les camarades des victimes sachent que le président de la République a pris conscience du mal intense, immense qui leur a été fait. C'est surtout, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les délégués, pour renouveler mes sincères regrets à la nation nigérienne à travers cette conférence nationale et affirmer avec vous plus jamais cela dans notre cher Niger. Les actions qu'il a posées avant, pendant et même après son passage à la tête de l'État ont fait découvrir aux Nigériens l'homme loyal, intègre, courtois et soucieux de l'intérêt général de la nation qu'il fut. À son décès le 31 octobre 2011, les Nigériens dans leur ensemble avaient su que notre pays avait réellement perdu un grand homme d'État doté de valeurs humaines et de vertus morales. Paix à son âme, Amine, dans le souci d'offrir aux populations un meilleur service Internet haut débit, l'État du Niger, à travers le ministre de la Communication, des Postes et de l'Économie numérique, a signé le mardi 29 octobre 2024 une convention avec la société Starlink, rendant ainsi officielle l'utilisation de cette technologie qui va sans nul doute révolutionner le secteur de l'Internet au Niger. À cet effet, une de nos équipes a recueilli
recueilli les avis des citoyens de la capitale par rapport à l'avènement de ce réseau satellitaire d'Internet haut débit au Niger. Les réactions. L'arrivée officielle de Starlink au Niger, c'est une bonne nouvelle qui souffle au Niger en matière de connexion Internet haut débit. Parce que c'est une technologie, c'est vrai, c'est un peu coûteux, mais qui est très facile à déployer et qui offre des débits qui peuvent aller dans les 200 mégabits par seconde et disons en moindre coût, parce que les tarifs sont en moins de 30 000 francs pour le mois. Pour les citoyens lambda, ce n'est pas directement perceptible, mais surtout les PME, les entreprises qui aujourd'hui ont beaucoup de difficultés pour avoir une connexion Internet très haut débit, pour eux c'est vraiment une opportunité. Et il ne faut pas aussi oublier, il y a les zones très reculées, parce qu'il y a ce qu'on appelle la fracture numérique, il y a des zones qui ne sont pas couvertes avec les opérateurs locaux qui sont là actuellement. Donc pour ces zones-là, c'est une bouffée en fait, d'air frais qui va leur permettre d'avoir accès à Internet. Donc cela va booster l'écosystème numérique au Niger. Il y aura beaucoup de business qui pourront être développés. Cela va favoriser beaucoup d'activités, notamment l'éducation à distance. Il y a beaucoup de services auxquels la population pourra avoir accès. C'est une très belle chose, nous qui sommes dans le domaine du numérique, et plutôt dans le développement des logiciels. Nous avons beaucoup de systèmes qui sont hébergés sur Internet où l'accès demande une connectivité Internet. Donc je pense que l'utilisation de Starlink est une très belle chose pour nous. On a beaucoup de soucis avec la lenteur de l'Internet, souvent même les problèmes avec les fournisseurs, ils prennent du temps avant les maintenances. C'est un système qui permettra de connecter l'ensemble du territoire si possible, comme le ministre a eu à le dire, que ça permet de connecter les zones qui sont éloignées par faute d'infrastructures. Donc je pense que c'est une technologie qui va leur permettre de se connecter à Internet aussi. Non, on ne parle même pas de comparaison par rapport à ce qu'on utilise, parce que pour nous, ce que les fournisseurs nous offrent, c'est dans l'ordre de 2, 4, 6, 8, 10 mégabits par seconde. Donc comparé à Starlink où on parle d'un débit minimum de 90 mégabits par seconde, c'est comme si on essaye de comparer un vélo et un avion. C'est une avancée assez importante parce que de par la très bonne qualité de leur connexion à Internet, ça garantit une disponibilité du service un peu partout. Donc on n'a pas besoin d'infrastructures pour vraiment pouvoir se connecter, quelle que soit la localisation géographique. Si vous avez un travail à faire et que vous avez l'antenne, vous pouvez travailler avec. Surtout avec les options qu'ils ont, des options de mobilité, quand vous êtes en déplacement, c'est des trucs que vous pouvez configurer dessus. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Avant l'avènement, je peux dire qu'il arrive des moments où nous avions des problèmes en termes de qualité de service. Parce qu'il est arrivé à ce que je me pose la question, n'y a-t-il pas une autorité qui permette de vérifier la qualité de service des opérateurs que nous utilisons ? Je me suis posé cette question, mais je ne savais pas où trouver la réponse. Mais aujourd'hui, je pense que l'avènement de Starlink va permettre d'abord à ceux qui ont les moyens de se procurer l'antenne pour utiliser la connexion haut débit, mais ça va aussi pousser ceux qui sont déjà sur le terrain à revoir la qualité de service qu'ils offrent. C'est un grand pas pour l'avancée technologique et particulièrement pour nous qui sommes donc dans le domaine du IT. Ça nous permettra non seulement d'aller plus vite et aussi donc être sur la même longueur d'onde que la tendance internationale. Parce que le défi de la connexion Internet était un grand défi pour nous, vu que pour effectuer des tâches qui sont censées te prendre quelques heures, quelques jours, donc tu dois passer des semaines avant de pouvoir exécuter la tâche. Donc je pense qu'avec cette opportunité, ça nous permettra vraiment donc non seulement d'évoluer, donc en suivant la tendance internationale et aussi donc de faire les tâches le plus rapidement possible. Vraiment pour la population, c'est une avancée majeure.
Le monde célèbre ce jeudi 31 octobre 2024 la journée mondiale des villes. Elle est instituée le 27 décembre 2013 par l'Assemblée générale des Nations unies et vise à promouvoir l'intérêt de la communauté internationale pour l'urbanisation mondiale, à faire progresser la coopération entre les pays et contribuer ainsi au développement durable à travers le monde. À cette occasion, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Salissou Sahirou Adamou, a livré un message. Détail Issa Ousmane Mahamat. Les jeunes au cœur de l'action climatique et locale pour les villes. C'est autour de ces sous-thèmes que le monde entier célèbre ce 31 octobre la Journée mondiale des villes, édition 2024. Placer les jeunes au cœur des discussions, soulignant leur rôle crucial dans le développement des villes durables. Dans le message qu'il a livré à l'occasion de cette journée instituée par les Nations Unies depuis le 27 décembre 2013, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Salissou Sahirou Adamou, a d'abord évoqué le contexte mondial marqué par des conflits et le changement climatique, ainsi que les difficultés économiques qu'éprouvent les villes. Il a ensuite rappelé l'importance qu'accordent les plus hautes autorités du Niger sur l'urbanisme. Le Niger s'associe à la communauté internationale pour célébrer en ce jeudi 31 octobre 2024 la Journée mondiale des villes. Le sous-thème retenu pour la célébration de la Journée mondiale des villes 2024 est « Les jeunes au cœur de l'action climatique et locale pour les villes ». Au Niger, la mobilisation des jeunes et leur implication soutenue dans les actions en faveur d'un développement urbain durable en rapport avec la prise en compte des défis inexorablement induits par le changement climatique sont dorénavant aisés grâce aux mécanismes prévus dans le programme de résilience pour la sauvegarde de la patrie dont le Niger a été doté pour l'horizon 2026, eu égard à la ferme volonté des autorités actuelles. Le général de brigade Abdrahman Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, et son Excellence M. Ali Lahmin Mohamed Zen, Premier ministre notamment. Le ministre Salissou Sahirou Adamou a également parlé des stratégies en perspective pour développer nos villes à travers le programme de résilience pour la sauvegarde de la patrie. Oui, le programme de résilience pour la sauvegarde de la patrie, qui comporte notamment un axe 4, amélioration de la participation citoyenne et l'inclusion sociale, dont l'effet global attendu est le citoyen nigérien est responsable de son développement. Ainsi, mon département ministériel entend exploiter à bon escient toutes les thématiques développées au cours de cet octobre urbain 2024, à savoir mobiliser les jeunes pour un meilleur avenir urbain. Pour la célébration le 7 octobre de la Journée mondiale de l'habitat, les jeunes au cœur de l'action climatique et locale pour les villes. Pour celle de la présente Journée mondiale des villes, tout commence chez soi, action locale pour des villes et communautés durables pour la 12e session du Forum urbain mondial de la semaine prochaine au Caire. Cette journée instituée par les Nations Unies rappelle l'importance de l'inclusion de toutes les couches sociales dans la transformation urbaine. Dans un contexte d'urbanisation rapide, le dynamisme, la créativité et l'engagement de la jeunesse sont essentiels pour bâtir des communautés résilientes et façonner l'avenir urbain. À marge du CIAO 2024 qui se poursuit activement dans la capitale burkinabé, nos envoyés spéciaux Gérard Abdelaziz et Issoufou Samaïla se sont intéressés à une parcelle de terrain que le chef d'État Thomas Sankara a offert aux ressortissants nigériens en 1986. Aujourd'hui, cette parcelle est en train d'être mise en valeur par le Haut Conseil des Nigériens, section du Burkina Faso, au profit des 10 ressortissants. Un projet qui peine à se concrétiser par manque de moyens. Le regretté Thomas Sankara fut un grand panafricaniste, une preuve de son amour pour les autres pays africains et qu'en 1986, un an avant son assassinat, il a mis des parcelles de terrain à Ouagadougou à la disposition des ressortissants de plusieurs États, dont le Niger, nation avec laquelle il entretenait une relation très particulière grâce à Sékou Kounché, qui décéda la même année que lui, avec moins d'un mois d'intervalle. La parcelle des ressortissants nigériens est située au quartier Paglaweri.
C'est une maison vraiment qui je peux dire que c'est un symbole nigérien qu'on a ici au Burkina, parce que ce n'est pas la communauté nigérienne seulement qui a ça, c'est toutes les communautés qui résident au Burkina Faso qui ont ça. Mais aujourd'hui, on peut dire Alhamdulillah Rabbil Alamin, parce que c'est les Niger seulement qui possèdent toujours sa maison en fait. Aujourd'hui, 38 ans après, le Haut Conseil des Nigériennes de l'extérieur, section du Burkina Faso, a eu l'initiative de mettre cette parcelle en valeur, sauf qu'il est limité dans ses moyens. C'est un chantier qu'on a vraiment avancé avec fonds propres, avec les ressortissants nigériens qui résident ici au Burkina, qui cotisent 200, 100 francs, 5000, tout ce que l'on peut donner. C'est avec ça qu'on est en train de faire ces chantiers. Des bureaux, mosquées, et puis un coin là où quand les Nigériens passent, une maisonnette que là où les Nigériens passent, tout le monde peut dormir dans la chambre en fait. C'est une case de passage. Et puis des boutiques qu'on avait fait pour pouvoir vraiment, à travers ça, on va entretenir la maison avec les boutiques là. Le Haut Conseil des Nigériens du Burkina Faso lance donc un appel à l'endroit des autorités nigériennes pour avoir un appui conséquent qui lui permettrait d'achever dans le meilleur délai l'œuvre entreprise. Au Burkina Faso, toujours, la ministre de l'Artisanat et du Tourisme. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.